Bonjour à tous et bienvenue dans la troisième vidéo des cours d'orthopédie qui s'intéressera aujourd'hui aux fractures de l'humérus. Avant ça, comme toujours, on fera un petit rappel, puis on reviendra à la diapositive. Alors, pour le rappel anatomique, on va voir l'humérus qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement pour le cours des fractures de l'humérus. L'os humérus, c'est l'os qui constitue le squelette du bras. C'est un os long constitué d'une diaphyse et de deux épiphyses. La diaphyse, elle est simple, elle donne insertion à plusieurs muscles donc du bras et certains muscles du tronc. Les épiphyses, quant à elles, donc l'épiphyse supérieure est constituée d'une tête humérale et de deux tubérosités. Les constituants les plus importants sont la tête humérale et les tubercules ou tubérosités, donc le tubercule majeur et le tubercule mineur, qui sont séparés d'un sillon intertuberculaire. Alors, ces tubercules majeurs et mineurs donnent insertion à certains muscles et certains ligaments. Donc, entre la diaphyse humérale et la tête humérale, il existe ce qu'on appelle le col chirurgical de l'humérus. C'est une zone de faiblesse comme le col anatomique. Le col anatomique, c'est ce qu'il y a juste en dessous de la tête humérale. Le col chirurgical, c'est ce qu'il y a. Donc, c'est ce qui sépare toute l'extrémité supérieure de la diaphyse humérale. L'extrémité inférieure, quant à elle s'appelle, donc on l'appelle la palette humérale, car c'est elle qui va s'articuler avec la tête du radius et l'ulna pour constituer le coude. Elle est constituée d'un capitellum et d'une trochlée. Le capitellum va s'articuler avec la tête du radius, la trochlée avec l'incisure trochléaire de l'ulna. Donc, le capitellum et la surface latérale de la trochlée constituent le condyle latéral de l'humérus. Et la surface donc la plus interne de la trochlée constitue le condyle médial de l'humérus. En plus de ça, l'humérus présente un épicondyle, donc ce qu'il y a au-dessus du condyle médial, donc c'est l'épicondyle médial qui donne insertion aux ligaments qui vont soutenir l'articulation du coude. Et latéralement, on a aussi l'épicondyle latéral qui se situe au-dessus du capitellum, qui donne lui aussi insertion au ligament de l'articulation du coude. Au-dessus de la trochlée, sur la face antérieure, on a ce qu'on appelle la fosse coronoïde. Et sur la face postérieure, on a ce qu'on appelle la fossette olécrânienne qui va constituer une butée de l'olécrâne. Donc l'olécrâne va venir buter sur la fossette olécrânienne pour limiter l'extension du membre supérieur. Donc si on résume, l'humérus est l'os du bras. Donc c'est un os long avec une diaphyse, deux épiphyses. L'épiphyse supérieure est constituée essentiellement d'une tête humérale et de deux tubercules, un majeur et un mineur. L'extrémité inférieure ou la palette humérale est constituée d'une trochlée et d'un capitellum surmonté des deux épicondyles médial et latéral. Revenons maintenant à la diapositive. Alors, après le rappel sur l'humérus, on va voir le plan du cours. Alors, aujourd'hui, on va voir trois entités, plutôt deux, fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus et fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, celle-ci qui va se diviser en fracture de l'adulte et fracture de l'enfant. La fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, on va voir la définition, le mécanisme, la classification, le diagnostic, la prise en charge et l'évolution. Pour la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, on va voir d'abord une définition généralisée, puis on s'intéressera séparément aux fractures de l'adulte, on va voir leur mécanisme, la classification, le diagnostic, la prise en charge et les complications, puis les fractures de l'enfant avec aussi mécanisme, forme clinique, diagnostic, prise en charge et complications. Alors, commençons avec les fractures de l'extrémité proximale de l'humérus. Une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus est toute solution de continuité au-dessus du bord inférieur de l'insertion du muscle grand pectoral. Donc, voici le muscle grand pectoral, il s'insère sur le sternum, il s'insère sur la clavicule et il s'insère sur l'humérus. Donc, une fracture de l'extrémité proximale de l'humérus est toute solution de continuité, donc toute rupture de continuité, qui arrive au-dessus du bord inférieur. Ici, on voit le bord inférieur de l'insertion du muscle grand pectoral sur l'humérus. Tout ce qui est au-dessus, toute fracture au niveau de cette partie-là de l'humérus, on l'appellera fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. C'est la deuxième fracture la plus fréquente au membre supérieur après la fracture de l'extrémité inférieure du radius. Il faut savoir que la fracture la plus fréquente
au niveau du membre supérieur, c'est la fracture de l'extrémité inférieure du radius. La deuxième plus fréquente, c'est la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. C'est l'apanage du sujet âgé de sexe féminin. Donc, le sujet âgé de sexe féminin est atteint d'ostéoporose. Donc, toute chute, par exemple accident de domicile, peut engendrer une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus. Alors, quel est son mécanisme? Le plus souvent, c'est un mécanisme indirect par chute sur la main ou le coude, bras en abduction, rétropulsion, rotation externe. Alors, si on se souvient bien, la chute sur la main ou le coude, bras en abduction, c'est-à-dire loin du corps, rétropulsion, c'est-à-dire déjeté en arrière, et rotation externe, peut aussi causer la luxation de l'épaule, la luxation antéro-interne de l'épaule. Donc, comme on l'a vu dans le cours passé, la luxation antéro-interne de l'épaule peut s'accompagner d'une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, donc c'est pour ça que les deux mécanismes se ressemblent. Il existe un deuxième mécanisme, c'est le mécanisme direct qui consiste en une chute sur le moignon de l'épaule. C'est l'apanage du sujet âgé, surtout de sexe féminin, donc pour un simple accident, au cours d'un simple accident domicile, donc la personne peut tomber et avoir une réception sur le moignon de l'épaule et se fracturer l'extrémité supérieure de l'humérus. Pour la classification, on va voir la classification la plus utilisée et surtout celle utilisée pour le traitement. Donc c'est la classification de Neer qui va diviser la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus en 4 types. Le premier type est une fracture à un seul fragment, c'est-à-dire que la fracture, le trait de fracture, intéressera seulement une seule corticale. Il n'y a pas deux fragments, il y a juste un seul fragment et un trait de fracture. C'est une fracture engrainée. Le deuxième type est une fracture à deux fragments. Donc cette fois-ci, le trait de fracture va toucher les deux corticales. Il y aura bien deux fragments et le plus souvent, la fracture est déplacée. Donc elle est déplacée, c'est pour ça qu'on voit deux fragments. Le type 3 est une fracture à trois fragments, c'est-à-dire qu'il va toucher, le trait de fracture va toucher le col de l'humérus, plus une des tubérosités. Alors, lors du rappel, on l'a vu, l'humérus présente un col chirurgical, un col anatomique, ainsi que deux tubérosités, une majeure, une mineure. Alors, la fracture à trois fragments, c'est une fracture qui va intéresser le col, plus une des tubérosités sera arrachée, donc une avulsion d'une des tubérosités. Alors, le type 4 est une fracture à quatre fragments, c'est-à-dire qu'il y aura une fracture donc, au niveau du col, plus les deux tubérosités qui seront arrachées, il y aura une avulsion des deux tubérosités. Donc, on va le voir ici. Le trait numéro 4 représente le col anatomique de l'humérus. Le 5, c'est le trait numéro 5, c'est le col chirurgical de l'humérus. Le 2, c'est la petite tubérosité. Et le 3, c'est la grande tubérosité. Donc, la fracture type 1 de Neer, c'est une fracture, peu importe en fait au niveau du col chirurgical le plus souvent, mais elle est engrainée, elle n'est pas déplacée. La fracture de type 2 à deux fragments, elle peut intéresser le col chirurgical le plus souvent de l'humérus et elle sera déplacée, mais on aura juste deux fragments, donc la tête et les tubérosités et la diaphyse. Le type 3 de Neer est une fracture à trois fragments, c'est-à-dire qu'il y a une fracture au niveau du col, donc qui divisera l'humérus en deux fragments, donc la tête humérale et la diaphyse, et il y aura une avulsion d'une des deux tubérosités, soit la 3 sera arrachée, soit la 2 sera arrachée. La fracture type 4 de Neer, c'est une fracture à 4 fragments, c'est-à-dire qu'il y aura une fracture au niveau du col chirurgical, donc au niveau du numéro 5, plus une avulsion des deux tubérosités, c'est-à-dire la 3 sera arrachée et la 2 sera arrachée. Et même la tête sera arrachée elle-même, donc une fracture au niveau du col anatomique, une fracture au niveau du col chirurgical et une avulsion des deux tubérosités comme on le voit ici. Donc un fragment, c'est la grande tubérosité. Un deuxième fragment, c'est la petite tubérosité, la tête humérale qui part d'un côté et la diaphyse qui part de l'autre. Donc, pour le diagnostic de la fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, il est d'abord clinique, puis il est radiologique. À la clinique, on cherche toujours l'attitude de dessous, donc l'attitude du traumatisé du membre supérieur, c'est-à-dire le bras atteint, il est en flexion au niveau du coude, il est soutenu par la main contralatérale. On aura une impotence fonctionnelle totale, le sujet ne peut plus mobiliser son membre. On aura des déformations caractéristiques, à savoir un raccourcissement du bras,
car il y a quand même une fracture au niveau de l'humérus, donc surtout si elle est déplacée, on aura les fragments qui partent dans tous les sens, donc, dans tous les sens, donc raccourcissement du membre, et un coup de hache latéral. Donc, puisqu'il y a fracture au niveau du col chirurgical, donc on aura le fameux coup de hache latéral au niveau du bras. On aura aussi une ecchymose thoraco-brachiale de Hannequin. Alors, l'ecchymose thoraco-brachiale de Hannequin, c'est un gros œdème avec un gros hématome qui va s'étendre au niveau du bras et au niveau de l'hémithorax atteint. On cherchera aussi des lésions associées, à savoir les lésions nerveuses surtout, les lésions vasculaires, les incarcérations musculaires, donc etc. Donc on cherchera toutes les lésions associées. Pour le diagnostic radiologique, toujours réaliser au moins 2 clichés. Là pour le coup, on va réaliser un cliché de face plus un profil de l'AMI et éventuellement un profil de Bloom-Obata. Alors le profil de Bloom-Obata, c'est tout simplement un rayon descendant sur l'humérus. Donc c'est comme un cliché de face. Au lieu d'avoir le rayon qui est perpendiculaire au membre, il est descendant à 45 degrés. Alors, ici on voit sur la radio donc de face, on voit que c'est une fracture type 3 de Neer. Donc il y a 3 fragments. Il y a la diaphyse ici, la tête humérale qui part d'un côté, plus une avulsion d'une des 2 tubérosités. Là pour le coup c'est la grosse tubérosité. Ici pareil, on voit que c'est une fracture donc du trochitère, de la grande tubérosité, donc numéro 2. Il y a présence d'une luxation de l'articulation, donc comme on l'a dit le plus souvent, la fracture ne vient pas toute seule, elle vient accompagnée d'une luxation. Donc il y a une luxation gléno-humérale associée. Ici, on voit bien que la tête humérale s'est déplacée de sa cavité glénoïdale. Il faut savoir qu'on peut aussi faire un scanner, qu'on doit aussi faire un scanner pour toute fracture articulaire, car on doit se rappeler, la fracture articulaire doit bénéficier d'une réduction anatomique. Donc, on doit voir les lésions très distinctement pour savoir quel type de réduction nécessite la fracture de l'articulation. Pour la prise en charge, alors il est de 2 types, soit un traitement orthopédique, soit un traitement chirurgical. Le traitement orthopédique est réservé exclusivement aux fractures engrainées, c'est-à-dire pas de déplacement du tout. Pour ces fractures-là, on peut mettre un bandage de type Dujarrier ou un maillot clinique qu'on a vu lors des luxations de l'épaule. Soit on peut mettre un plâtre thoraco-brachial, c'est un plâtre qui va immobiliser tout le membre supérieur, plus l'articulation de l'épaule au thorax, donc rien ne bouge. On doit garder ce dispositif 2 semaines au plus pour ne pas risquer de raideur articulaire, puis mobiliser l'épaule au fur et à mesure. Le traitement chirurgical, c'est pour tout le reste des fractures, donc fracture à 2 fragments, à 3 fragments ou à 4 fragments. Donc soit c'est une chirurgie à foyer ouvert, donc on met une vis ou une plaque vissée, soit c'est un foyer fermé. Donc cela consiste en un enclouage centromédulaire, le mieux, ou un embrochage percutané. La chirurgie prothétique, c'est vraiment le dernier recours. On peut recourir à une prothèse de l'humérus, une prothèse de la tête humérale seulement, si par exemple il y a une nécrose de la tête humérale ou si la fracture n'est vraiment pas, donc l'articulation de l'épaule n'est vraiment pas récupérable. Donc voilà le bandage de type Dujarrier ou le maillot clinique, et ça c'est le plâtre thoraco-brachial. Donc comme je vous l'ai dit, c'est un plâtre qui va immobiliser tout le membre supérieur plus l'articulation de l'épaule au thorax. Donc rien ne peut bouger, on le garde 2 semaines au plus tard pour ne pas créer de raideur articulaire. Ici, on voit le traitement chirurgical. Là, c'est un enclouage centromédulaire, donc c'est une chirurgie à foyer fermé. Ici, on voit que c'est un embrochage percutané pour une fracture de la tête humérale. Ici, encore une fois, c'est un enclouage centromédulaire. Et ici, c'est la pose de vis orthopédique. Donc, c'est un vissage simple. Toutes ces méthodes sont réalisables lors d'une fracture de la tête humérale. L'évolution de la fracture, alors elle est favorable si elle est correctement traitée et sa consolidation se fait en 6 semaines. Donc à partir de 6 semaines, on peut considérer la fracture comme guérie.
Elle peut aussi évoluer vers des complications comme un déplacement secondaire, une raideur articulaire, c'est vraiment la complication la plus fréquente, la raideur articulaire est la plus crainte. On peut avoir des cals vicieux, donc par faute de réduction anatomique, on peut laisser donc des fragments non correctement donc liés au niveau de l'articulation, ce qui peut créer des cals vicieux et plus tard une arthrose. Donc la personne pourra développer une arthrose de l'articulation de l'épaule. On peut risquer les pseudarthroses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de consolidation dans les délais définis. Donc 6 semaines, au bout de 6 semaines, s'il n'y a pas du tout de consolidation, on parle de pseudarthrose. Et on peut avoir une nécrose de la tête humérale. Alors la nécrose de la tête humérale n'est pas immédiate. 1 an, voire 2 ans après, le sujet risque toujours la nécrose de la tête humérale par défaut d'irrigation. Et enfin, l'arthrose suite à justement un cal vicieux ou une réduction non anatomique. Alors, passons à présent aux fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus. Alors, comme définition, c'est toute fracture se situant à 4 travers de doigts de l'interligne articulaire du coude, c'est-à-dire que c'est toutes les fractures qui surviennent à 4 travers de doigts au-dessus de l'interligne articulaire du coude. Elle est rare chez l'adulte, donc elle est très rare chez l'adulte, c'est pas une des fractures les plus fréquentes, mais elle est fréquente par contre chez l'enfant. Elle présente un grand risque de raideur articulaire du coude, car rappelons-le, c'est une articulation, donc faute de réduction anatomique, on peut avoir des raideurs articulaires. Commençons avec les fractures de l'adulte. Alors, quel est le mécanisme? Comment on peut se fracturer l'extrémité inférieure de l'humérus? Alors, le mécanisme le plus souvent retrouvé, c'est un accident de la voie publique chez l'adulte jeune. Donc, tout simplement un accident où la personne est percutée par un véhicule, ou un accident domestique chez la personne âgée de sexe féminin ostéoporotique. Donc, un simple accident domestique où la personne chute de sa hauteur et est réceptionnée au niveau du coude peut lui fracturer la palette humérale. Alors, comme classification, on va voir la classification la plus utilisée et la plus fréquemment utilisée pour le traitement, c'est la classification de Lao. Lao a défini 3 types de fractures de la palette humérale. Le type A, qui sont les fractures extra-articulaires, ne touche pas du tout l'articulation du coude. Le type B, c'est les fractures articulaires mais partielles, ne touche pas toute l'articulation. Et le type C, c'est les fractures articulaires totales, toute l'articulation est atteinte. Chaque type est divisé en sous-types. Alors, le type A est divisé en 3 sous-types. Le type A1, plutôt, le sous-type A1, c'est l'arrachement apophysaire. On le voit ici. Il y a un arrachement de l'épicondyle médial ou de l'épitroclé sans pour autant toucher l'articulation du coude. Le type A2, c'est une fracture métaphysaire simple, c'est-à-dire qu'il y a une interruption, enfin une solution de continuité entre la diaphyse humérale et l'épiphyse distale, mais sans toucher l'articulation du coude. Et le type A3, c'est une fracture métaphysaire, mais elle est comminutive, c'est-à-dire plurifragmentaire, mais elle ne touche pas l'articulation du coude. Donc l'articulation du coude est saine. Le type B, c'est les fractures articulaires, mais partielles. Le type B1, le sous-type B1, c'est les fractures latérales sagittales. On voit ici il y a un arrachement du condyle latéral carrément. Le type B2, c'est un arrachement du condyle médial, mais toujours dans le sens sagittal. Et le type B3, c'est un arrachement frontal. On le voit ici, le trait n'est pas sagittal, donc il ne suit pas l'axe de l'humérus, il est frontal. Il va juste décoller soit l'épicondyle médial, le condyle médial ou le condyle latéral. Le type C, c'est les fractures articulaires totales. Le sous-type C1, c'est les fractures simples. Donc un seul trait, un seul trait qui va diviser l'épiphyse en fragments médial et fragments latéral. Le type C2, c'est une fracture articulaire simple et métaphysaire, donc complexe. On voit ici. Le trait articulaire, il est simple, il divise l'articulation en 2 fragments, donc un médial et un latéral, mais le trait métaphysaire, il est comminutif, il y a plusieurs fragments métaphysaires. Et le type C3, donc il est plurifragmentaire, c'est-à-dire que le trait articulaire, il est comminutif, plutôt la fracture articulaire, elle est comminutive, et la fracture métaphysaire aussi, elle est comminutive. Donc si on résume,
Le type A1, c'est les fractures extra-articulaires, donc l'articulation du coude est saine. Le type B, c'est des fractures qui sont articulaires mais partielles, donc elles ne touchent qu'une partie de l'articulation. Et le type C, c'est les fractures articulaires totales, c'est-à-dire et l'articulation et la diaphyse sont séparées de la métaphyse. Comment faire le diagnostic d'une fracture de l'extrémité distale de l'humérus chez l'adulte? Alors, tout simplement, il y aura une douleur au niveau du coude, donc une douleur qui n'est pas calmée par les ontalgiques, une douleur qui est intense. On aura un œdème, un gonflement au niveau du coude, un élargissement antérolatéral du coude, donc on peut déjà suspecter la présence d'une fracture. Et on aura des déformations caractéristiques de la fracture, à savoir un coup de hache cette fois-ci postérieur, pas latéral. Donc l'extrémité supérieure, le coup de hache, il est latéral. L'extrémité inférieure, le coup de hache, il est postérieur. Il y aura une CI de l'olécrane. Donc l'olécrane, il va faire protrusion, donc il va sortir du plan de l'articulation du coude. On aura une diaphyse humérale qui est projetée en avant. N'oublions pas que c'est une fracture, les fragments sont déplacés. Donc l'humérus pourra se déplacer en avant, l'olécrane en arrière. Donc on aura une protrusion et de l'humérus en avant et de l'olécrane en arrière. Et un raccourcissement de l'avant-bras, toujours, parce que c'est une fracture, il y a déplacement des fragments. Donc on peut avoir un raccourcissement du membre. On doit toujours rechercher les lésions associées comme dans toute fracture, les lésions nerveuses, les lésions vasculaires et les lésions musculo-tendineuses. Alors, le diagnostic, donc il est d'abord clinique puis radiologique avec un cliché de face coude en extension, un cliché de profil coude en flexion à 90 degrés. Comme on le voit ici, il y a une fracture qui vient séparer la diaphyse humérale de l'extrémité inférieure ou de la palette humérale. Ici sur un cliché de face et sur un cliché de profil. Pour la prise en charge de la fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus chez l'adulte, alors on aura plusieurs cas. Soit la fracture est de type A non déplacée, de type A de là-haut non déplacée. Le traitement sera orthopédique, on va le voir après. Donc, une fracture de type A qui est non déplacée engrainée bénéficiera d'un traitement orthopédique. Toutes les autres fractures, même si elles sont de type A de là-haut, mais qui sont déplacées, bénéficieront d'un traitement chirurgical à type de plaque vissée, donc un traitement chirurgical à foyer ouvert, avec, ce qui est très important, une réduction anatomique. Donc, puisque c'est une articulation, donc il faut une réduction anatomique pour ne pas avoir des fragments qui dépassent et risquer par la suite une raideur articulaire. On peut recourir à des solutions de sauvetage dans ce type de fracture quand, par exemple, la chirurgie n'est pas possible. Quand, par exemple, on a une infection du foyer fracturaire, on ne peut pas traiter chirurgicalement, c'est-à-dire on ne peut pas faire de plaques vissées. On va recourir à des solutions de sauvetage comme la pose d'un fixateur externe, par exemple. C'est temporaire, le temps que la chirurgie soit à de nouveau possible. Alors, le traitement orthopédique est fait d'un plâtre BABP. C'est un plâtre brachio, donc le bras antébrachio, donc l'avant-bras palmaire. Ce BABP se fait dans une position fonctionnelle du coude, c'est-à-dire à 90 degrés, pour que et les muscles fléchisseurs et les muscles extenseurs soient au repos, donc pas de risque de raideur par la suite. Il sera gardé pendant 6 semaines, le temps de la consolidation de la fracture. Le traitement chirurgical est à type de plaque vissée. Donc, on posera des plaques vissées au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus pour consolider la fracture. Pour les complications des fractures de l'extrémité inférieure de l'humérus et de ces traitements donc chez l'adulte, on peut avoir des complications immédiates à type de lésions nerveuses vasculaires ou incarcération musculo-tendineuse. On peut avoir des lésions secondaires à type du syndrome de Volkmann. Alors, le syndrome de Volkmann, c'est une inadéquation entre le volume de la loge musculaire et ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire le contenu. On peut avoir des complications nerveuses post-opératoires qui vont se manifester par des paresthésies.
On peut avoir des complications tardives à type de raideur articulaire, c'est la complication la plus fréquente, donc la raideur articulaire. On peut avoir des pseudarthroses, c'est la non-consolidation de la fracture dans les délais adéquats. Et on peut avoir des calvicieux qui peuvent engendrer par la suite une arthrose. On passe aux fractures de l'enfant. Alors, quel est le mécanisme chez l'enfant? Le plus souvent, c'est une chute sur la main, coude en extension. Donc, lorsque l'enfant joue ou il fait une activité sportive, il peut chuter sur la main, coude en extension, ce qui peut engendrer une fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus chez lui. Alors, on a plusieurs formes cliniques qu'on va voir par la suite. La première forme clinique, c'est la fracture supracondylienne. Alors, la fracture supracondylienne, c'est la plus fréquente chez l'enfant. Il faut savoir que chez l'adulte, la fracture la plus fréquente, c'est la fracture supra- et intercondylienne qu'on voit dans la classification de là-haut. Chez l'enfant, la fracture la plus fréquente, c'est la fracture supracondylienne. Donc, on peut la classifier selon Lagrange et Rigaud en 4 stades. Le premier stade est une fracture en bois vert, c'est-à-dire qu'il y a atteinte d'une seule corticale sans que le trait articulaire traverse tout l'os. Donc, on n'aura pas deux fragments, on aura un seul fragment. Le stade 2, c'est une fracture déplacée en bascule postérieure, c'est-à-dire là encore, il y a un trait de fracture qui atteint les deux corticales, mais pas le périoste postérieur, c'est-à-dire que le périoste postérieur reste intact, l'os, les deux fragments restent attachés grâce à ce périoste postérieur, donc vous imaginez qu'il y aura un mouvement de bascule du fragment distal. Le stade 3, c'est une translation postérieure, le plus souvent, et une rotation. La translation postérieure, c'est-à-dire que le fragment distal va glisser en arrière, puisque cette fois-ci, le périoste postérieur est atteint. Donc, on aura un glissement en arrière du fragment distal. Le stade 4 est une perte totale du contact entre les diaphyses, donc la diaphyse et l'épiphyse. C'est-à-dire qu'il y aura un glissement du fragment postérieur, mais le glissement est tellement important qu'il n'y a plus aucun contact entre les deux fragments. On le voit ici. Alors, ici, le type 1, c'est une fracture en bois vert. Donc, le trait fracturaire, il intéresse la première corticale, mais n'arrive pas à la deuxième corticale. Le deuxième type, c'est un mouvement de bascule. Donc, le périoste postérieur, il est intact. Il y a une bascule du fragment distal. Le type 3 est un mouvement de translation postérieure. Des fois, on peut avoir une rotation du fragment distal. Donc, une translation, ça veut dire un glissement postérieur du fragment distal. Et le type 4, le glissement est tellement important, le déplacement est tellement important qu'il n'y a plus aucun contact entre les deux surfaces, entre la diaphyse et l'épiphyse. Comment diagnostiquer cette forme très fréquente de fracture chez l'enfant? Alors, la clinique est exactement la même. On aura une douleur, on aura une impotence fonctionnelle, un œdème, on aura l'attitude de Dessau. Donc, tout est pareil chez l'enfant. La radiologie, donc, on fera toujours un cliché de face, un cliché de profil. Donc, cliché de face, coude en extension, cliché de profil, coude en flexion à 90 degrés. Et ici, on voit très bien les stades de Lagrange et Rigaud. C'est-à-dire, stade 1, une fracture avec un trait qui n'atteint pas les deux corticales. On voit ici le début du trait articulaire, du trait fracturaire, pardon. Le type 2, c'est un mouvement de bascule. Le type 3, c'est une translation, on la voit ici. Le fragment, il a glissé en arrière. Le type 3 et le type 4, c'est un déplacement, une translation donc totale, pas de contact entre les deux surfaces, entre la diaphyse ici et l'épiphyse ici. La prise en charge de ce type de fracture, alors quand c'est un stade 1 ou stade 2, donc une fracture en bois vert, ou le stade 2, donc un mouvement de bascule, on met un BABP, donc un plâtre brachio-antébrachio-palmaire. Si c'est un stade 3 ou 4, on devra recourir à la chirurgie, donc avec un embrochage percutané, puis un BABP qui restera 4 à 6 semaines. Donc, on fera un embrochage et on immobilisera en plus de ça le membre grâce à un BABP pendant 4 à 6 semaines. Le deuxième type de fracture, c'est les fractures de l'épicondyle médial. Seul l'épicondyle médial est arraché. On peut voir cette fracture si l'enfant subit un valgus forcé,
par exemple lorsqu'il joue ou lorsqu'il pratique un sport de combat. On classifie cette fracture, donc Marion et Face ont classifié cette fracture en 4 stades. Le stade 1, c'est une fracture non ou peu déplacée, donc pas de déplacement des fragments. Le stade 2 est une fracture déplacée en bas, soit en avant ou en arrière, donc toujours le fragment, il se déplace en bas, il va soit en avant soit en arrière. Le stade 3 est une incarcération de l'épicondyle médial dans l'interligne articulaire, c'est-à-dire le déplacement est tellement important que l'épicondyle médial va venir s'incarcérer entre la palette humérale et la tête du radius et l'ulna. Et le stade 4 est une fracture de l'épicondyle médial associée à une luxation du coude. Donc fracture de l'épicondyle médial plus luxation du coude. Le troisième type de fracture, on doit rappeler que ces fractures sont rares, à part la fracture donc supracondylienne ou suscondylienne, toutes ces fractures sont rares. Le troisième type, c'est la fracture du condyle latéral par varus forcé. Là encore, si on fait un varus forcé, les muscles et les tendons et les ligaments qui sont attachés au condyle latéral vont exercer une tension sur celui-ci de telle façon à ce qu'il peut se fracturer, à ce qu'il peut s'arracher. Et le même mécanisme est applicable quand c'est un valgus forcé. Alors, la fracture du condyle latéral, Lagrange et Rigaud ont aussi classifié cette fracture en 3 stades. Alors, le stade 1 est une fracture déplacée mais de moins de 2 mm, donc c'est un déplacement très très minime. Le stade 2 est un déplacement de plus de 2 mm. Et le stade 3, c'est une fracture déplacée avec rotation du fragment distal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun contact entre les deux surfaces et le fragment distal a fait une rotation sur lui-même. Enfin, le dernier type, c'est la fracture sus- et intercondylienne. Rappelons-le, c'est la fracture la plus fréquente chez l'adulte, mais la moins fréquente chez l'enfant. C'est une fracture très rare donc chez l'enfant, contrairement à l'adulte. Elle survient lorsque l'enfant reçoit un choc direct sur le coude, lorsqu'il reçoit un coup sur le coude ou suite à un accident de la voie publique. Sa prise en charge consiste en une immobilisation plâtrée de la fracture lorsqu'elle n'est pas déplacée, ou une ostéosynthèse lorsque celle-ci est déplacée. Donc le même principe pour toutes les fractures. Donc quand la fracture est déplacée, on a recours au traitement chirurgical. Quand celle-ci est engrainée, on a recours au traitement orthopédique. Merci.